On va pouvoir souhaiter la nouvelle année à deux autres chroniqueurs des technos, bien entendu. Il s'agit de Xavier et de Benoît. Puisqu'effectivement, c'est la première fois cette année, si je dis pas de bêtises, qu'ils interviennent, mes petits camarades Xavier, meilleurs vœux. Salut, bonne année. Et puis Benoît également. On ne s'était pas vu depuis l'épisode 150, si je dis pas de bêtises. Voilà. Salut, bonne année aussi. Celui dans lequel tout le monde avait participé. Et donc, voilà, on a remis les compteurs à zéro, si on peut dire. Et donc, vous passez en revue l'ensemble des chroniqueurs des technos de semaine en semaine. Cette semaine, épisode 152, celui du 18 janvier. Comme ça, on est précis aussi sur la date. On ne viendra pas nous reprocher de ne pas parler d'une information qui circulerait par exemple le 20 ou le 21. Parce que ça peut arriver aussi de temps en temps. Non, ici, voilà, on enregistre le 18 janvier au soir. Il est même 20h06 précise au moment où nous enregistrons cet épisode. Comme ça, vous savez tout. Côté courrier des auditeurs, vous avez été quelques-uns à réagir par rapport à notre hors-série de la semaine dernière avec ce chroniqueur invité, Stuff, qui nous a parlé du Fairphone et de l'iPhone. On a eu quelques commentaires, comme par exemple celui de 626, c'est son pseudo. Bonjour, y a-t-il un lien entre le Fairphone et Feu Projet ARA de Google? Je rappelle que le Fairphone est un téléphone qui est modulaire, et c'est vrai que le projet ARA de Google, c'était aussi un téléphone modulaire, un smartphone modulaire. Eh bien, notre chroniqueur a répondu, aucun. Voilà, aucun lien entre les deux, si ce n'est qu'ils sont tous les deux modulaires, mais pas pour les mêmes raisons, manifestement. Et puis une autre réaction, bien appréciée également, parce que c'est toujours appréciable quand vous venez avec des idées renchérissées, entre guillemets, avec des idées nouvelles, puisqu'on avait parlé du Fairphone, qui est un appareil équitable, écologique, etc., etc. Nous avons Battant, qui est un de nos auditeurs suisses, qui nous propose un site, et même plus qu'un site, un concept que vous trouverez sous l'adresse whyopencomputing.com, et qui propose un peu en gros le même principe que le Fairphone, mais en informatique, en ordinateur portable, etc. Xavier, je pense que tu avais vu passer l'info aussi. Je sais pas si tu n'as pas eu beaucoup l'occasion de creuser. Non, mais j'ai vu effectivement, c'est un projet qui se veut exactement un peu comme le Fairphone. D'ailleurs, ils font référence au Fairphone sur leur site. Oui, tout à fait. Ils en vendent d'ailleurs, je pense. Effectivement de maintenir un ordinateur dans le temps en remplaçant les différents composants. Donc c'est vraiment, voilà, on reprend le principe du Fairphone et on l'adapte pour un ordinateur. Avec du logiciel libre, etc. Donc voilà. Donc c'était une bonne piste également. Le premier commentaire dont je vous parlais, c'était sur YouTube. On regarde la vidéo de la semaine dernière, et puis le dernier message en question, c'était plutôt sur notre blog, sur lestechno.be. Là aussi, vous pouvez laisser des commentaires, évidemment, laisser des liens dans vos commentaires, ce qui est encore plus pratique. Et donc, on a l'œil, on garde l'œil dessus, et on essaye d'en parler ici en ouverture de chaque épisode, systématiquement, quand on n'y répond pas systématiquement également sur la chaîne YouTube ou sur notre blog. Ça arrive aussi fréquemment que nos chroniqueurs prennent la plume et vous répondent directement. Voilà, je pense qu'on a bien fait le tour du courrier des auditeurs. Il y a eu plein d'autres choses, mais allez jeter un petit coup d'œil. Et évidemment, la vidéo est toujours disponible. Il ne manquerait plus que ça. On peut entamer, si vous le voulez bien, notre abécédaire traditionnel, avec la lettre A. A comme acouphène. Toujours un truc un peu dérangeant, les acouphènes. Benoît. Un Serious Games présenté au CES, parce que c'est vrai, on peut encore parler du CES. Ils viennent fermer cette porte. On peut, c'est vrai. Ouf, j'avais un peu peur. Donc effectivement, c'est une start-up française qui s'appelle Immersive Therapy, et qui a proposé une application destinée à aider les gens qui souffrent d'acouphènes. Donc l'acouphène, c'est ces bruits qu'on entend dans les oreilles, mais qui ne correspondent pas à des vrais bruits, qui peuvent être extrêmement pénalisants. Et l'idée n'est pas de soigner les acouphènes, parce qu'il n'y a pas franchement de traitement aujourd'hui qui permet de soigner dans tous les cas. Il y a des tentatives de solutions, parfois certains médicaments aident un peu les gens, etc. Mais là, c'est en se basant sur des recherches qui ont été menées en France. Ils ont élaboré une application qui permet aux personnes qui souffrent d'acouphènes quelque part de mieux les supporter, de mieux les gérer. Et ils ont packagé tout ça sous forme sous forme d'un serious game, donc un jeu, parce que voilà, il faut quand même que ce soit un petit peu ludique, il faut qu'on ait envie de rentrer dans l'expérience et de participer, mais serious, parce qu'il y a une finalité, il y a une finalité qui est quand même pas de soigner, mais d'aider à supporter la situation.
C'est une bonne idée. C'est vrai que c'est très dérangeant, hein, les acouphènes. Alors ça peut arriver aux gens qui ont par exemple travaillé beaucoup dans le bruit. Je pense aux batteurs en musique par exemple. La plupart des batteurs, après quelques années de carrière, ils ont des acouphènes. Et puis avec l'âge également, hein, c'est un conduit dans l'oreille qui à un moment donné se bouche. Et donc le syndrome de Meniere, c'est comme ça que ça s'appelle. Vous pouvez aussi avoir des acouphènes et des pertes d'équilibre puisque ça touche à l'oreille interne. Tout ça est évidemment très désagréable. A comme Apple, oui. On a osé revenir avec A comme Apple, pourquoi pas. Benoît, puisque Apple laisse le choix de ralentir l'iPhone. Alors là, c'est tout le débat de ce début d'année. Ouais. Hein, c'est ce fameux Alors c'est une info, parce que tu citais l'heure à laquelle on enregistre, donc c'est une info qui vient de tomber. Oui, ça peut changer. Donc je viens de la rajouter très très vite. Ouais. Donc j'ai pas encore tous les détails, mais on sait qu'effectivement donc Apple ralentit les iPhones pour préserver la batterie. On en avait parlé, on avait expliqué ce qui se passe dans les épisodes précédents. J'y reviens pas, mais il semblerait que Tim Cook vient d'annoncer dans une interview à ABC News que ils vont, ça il l'avait déjà annoncé, informer plus clairement l'utilisateur en disant voilà, votre batterie se détériorant, nous ralentissons votre processeur de autant de pourcents et voilà l'impact performance que ça entraîne pour permettre de préserver votre machine, et va laisser apparemment la possibilité à l'utilisateur de désactiver ça et donc de dire ok, Apple me conseille de changer ma batterie ou d'adapter la vitesse de mon téléphone, tant pis, moi je prends le risque, je veux qu'il continue, quitte à avoir les conséquences qu'on a évoquées, c'est-à-dire peut-être que le téléphone qui se coupe un peu brutalement. Oui, qui ralentit, qui se coupe à un moment donné. Voilà, c'est une réponse. Finalement, à ce qui était plus une erreur de communication au départ, hein, on l'avait dit ici aussi, la manière dont ça avait été communiqué n'était peut-être pas idéale. Donc voilà, il y a une réponse quand même, c'est plutôt bienvenue. À voir comment ça va, sous quelle forme ça va se décliner, évidemment. Benoît, on reste chez toi, on parle de vie privée également dans ces news concernant Apple. On parle de vie privée, on en parle 2 fois. Avec il y a quelques mois, Apple a introduit l'Intelligence Tracking Prevention, donc éviter d'être suivi sur Internet, avec une certaine intelligence pour le faire. Ouais. Et c'est une fonctionnalité qu'ils ont intégrée dans Safari sur leurs différents devices, du Mac jusqu'aux iPhones, en passant par les iPads, et qui fait que quand un site essaye d'installer un tracker, donc c'est les sites publicitaires qui font ça, essaye d'installer un tracker pour voir où vous allez, ce que vous faites comme course, comment ça se passe, si vous êtes sur un concurrent, donc on devrait peut-être vous mettre une pub, si vous avez commencé à faire une commande, que vous avez abandonné, on va peut-être vous mettre une pub, etc. Et en fait, collecter énormément d'informations sur votre vie, eh bien, Apple a mis en place une solution qui va couper ça, tout en préservant les cookies pour les autres utilisations. C'est le côté intelligent. Et quand ça a été sorti, on avait parlé, on s'est dit, on verra bien ce que ça va donner, tiens, qu'est-ce que c'est, etc. Eh bien, il y a une firme publicitaire, Criteo, qui a annoncé que l'impact était bien réel parce qu'ils s'attendent à perdre 15% de leurs revenus à cause de ça, parce qu'ils ne savent plus traquer les internautes comme ils le faisaient avant. Ils ont moins d'informations sur la vie des internautes et donc ils savent vendre leurs pubs moins cher. Et donc la feature semble fonctionner, en tout cas, ou avoir un impact sur la capacité des publicitaires à nous faire chier en substance. Oui, c'est ça, c'est un peu ça l'idée. Ceci dit, ça va, hein, ils gagnent bien leur vie. Je pense à Google, par exemple, il y a un chiffre énorme, c'est à peu près 99% du volume publicitaire, c'est Google qui le gère via ses Google Ads et autres, en numérique évidemment, s'entend. Donc c'est quand même des chiffres monstrueux, donc je pense que s'ils perdent un petit peu à gauche, à droite, et si nous on est un petit peu tranquille, ça réduit un certain équilibre, on va dire, en tout cas on espère. Benoît, toujours chez toi et toujours à la lettre A comme Apple. Qu'est-ce qu'on trace aujourd'hui, c'est incroyable. La vie privée toujours, mais côté FBI cette fois. Ouais, c'est une autre polémique dont on avait parlé ici, il y a, à mon avis, ça date 6 à 9 mois, je pense. Non, 1 an peut-être. Enfin bref, Apple avait refusé à l'époque d'ouvrir un de ses téléphones à la demande du FBI, de donner accès, de développer des technologies qui permettent de pénétrer dans la machine. Et il y avait eu un débat à l'époque, certaines personnes trouvant qu'ils avaient tort. Et puis quelques mois après, le FBI s'est fait hacker. Et on a découvert que des hackers utilisaient des choses volées au FBI parce que d'autres constructeurs avaient été moins regardants, pour après nous causer plein de soucis. Et il se fait que la sécurité d'Apple et la volonté d'Apple de protéger ses utilisateurs contre différentes
personnes qui veulent rentrer voir ce qu'ils font, y compris le FBI, semble être bien réel, parce que cette semaine, dans une conférence sur la cybersécurité, un des experts du FBI a déclaré qu'Apple, il faisait vraiment chier, parce que il était de plus en plus difficile de casser leur machine et d'accéder à ce qui se passe dedans. Et donc, quand on pense quand même aux moyens dont le FBI doit disposer pour craquer des systèmes, eh ben on se dit qu'effectivement, il semblerait que Tim Cook, quand il dit qu'il protège la vie privée de ses utilisateurs, de ses clients, et que c'est un point important pour lui, et que si on s'intéresse à ces questions-là, voilà, c'est un argument de la marque à la pomme, eh ben, il a peut-être pas tort, en fait. Oui, et puis c'est tout un débat, hein, cette histoire de sécurité, d'informations bloquées par l'utilisateur. On entend toutes sortes de choses. C'est également vrai avec des réseaux sociaux type Telegram et autres qui bloquent également, qui cryptent les communications et qu'on voudrait bien casser, que les États voudraient bien casser pour des raisons politiques, mais aussi pour des raisons sécuritaire, dit-on. Xavier, je voyais ton doigt se lever à ce sujet. Oui, on va en parler un petit peu plus tard. C'est pas les seuls, effectivement, à mettre en place de la sécurité. Un peu plus tard dans le numéro, on va en discuter, mais les messageries, etc., s'y mettent aussi. Hein. Oui, de plus en plus, et on sent que ça va énerver du monde, effectivement. Mais ce que je trouve intéressant, je me souviens il y a quelques années, je parle là d'il y a quelques années, quand ce genre de questions étaient évoquées, on était tous un petit peu sceptiques en se disant « Ouais, la marque nous annonce ça ou le fabricant nous annonce ça, mais en final, c'est du lard ou c'est du boudin? Est-ce que c'est vraiment sérieux ?» Et on n'avait pas franchement de retour officiel mais là, voilà, on commence à avoir des retours officiels de gens qui disent « Oui, il y a quelque chose qui se fait. » Il y avait quand même une marque qui avait une réputation en termes de qualité de service et de sécurisation, c'était BlackBerry. Qui garantissait la qualité de l'encryption, etc., etc. D'ailleurs, c'est le premier smartphone qui a pu être dans la main d'un président des États-Unis, c'était Obama, qui voulait garder à tout prix, lors de son premier mandat, son BlackBerry, alors que tout le monde disait « Mais non, c'est pas sécurisé, il vous faut un truc sécurisé, bien à nous, machin, etc. » Et il a pu faire la preuve, en tout cas, le fabricant a apporté la preuve qu'ils étaient bons dans ce qu'ils faisaient et qu'effectivement, c'était acceptable. Malheureusement, BlackBerry, aujourd'hui, c'est parti en autre boudin. Mais voilà, ça existe, ça a toujours existé, je pense, et ça existera toujours, cette problématique de sécurisation de la vie privée, des informations qui circulent, etc. On en est à la lettre E déjà. E comme électrique. C'est bien dommage que Bruno ne soit pas là pour en parler, mais c'est pas grave parce que Xavier peut très bien en parler également de ce truc. On était plusieurs à le voir circuler, presque, hein, en tout cas virtuellement sur les réseaux sociaux. C'est le U-Jet, un scooter électrique connecté qui était présent d'ailleurs au CES, Xavier. Voilà, c'est un scooter électrique, mais c'est pas un simple scooter électrique, puisque sa particularité, c'est vraiment d'être hyper connecté. Et c'est un scooter électrique, on pourrait dire que c'est la Tesla du scooter électrique, puisqu'il se veut vraiment résolument haut de gamme. Oui. Il y a un design qui est innovant, avec des matériaux performants qui sont avec des techniques utilisées notamment dans le secteur aérospatial. Ils utilisent par exemple des armatures en fibre de carbone, et ça leur permet d'avoir également un poids qui est extrêmement léger. Le poids évidemment est important puisque le but est d'avoir une autonomie assez importante. La batterie qui se veut amovible, donc ça veut dire qu'on va pouvoir les remplacer facilement, va apporter selon le modèle, il y a 2 modèles qui sont prévus, une autonomie de 70 à 150 km. Pour un scooter, c'est quand même déjà pas mal. Et ce sera rechargeable via une simple prise de courant ou alors via un accessoire qui sera fourni et qui va permettre une recharge plus rapide. Ils annoncent 1h30 à 3 heures selon le modèle 70 ou 150 km d'autonomie. Alors, ce scooter est également pliable, donc on va pouvoir le transporter plus facilement. Et côté performance, on va avoir 5,5 chevaux, 90 Nm de couple, donc quelque chose de déjà très raisonnable pour ce genre d'appareil. Et d'un point de vue connecté, il y a évidemment il y a une application qui va être disponible avec le contrôle à distance, notamment sur le verrouillage de l'appareil, sur la géolocalisation. On va pouvoir partager son trajet, on va pouvoir suivre les trajets qu'on a fait. On va pouvoir bloquer à distance le système si l'antivol a été forcé et on va pouvoir évidemment mesurer l'autonomie restante sur le système. Alors, c'est connecté via une application, mais le tableau de bord lui-même du scooter est un écran avec
toutes ces informations qui vont être disponibles, et on va pouvoir même donner des instructions vocales à l'appareil. Alors toute cette connectivité s'établit grâce à une carte SIM qui peut être inclue via le Wi-Fi ou via le Bluetooth. D'accord. Alors on parlait de Bruno, mais Bruno, lui, il a déjà pu visiter l'usine puisque c'est fabriqué au Luxembourg. Il nous a dit qu'il a pu tester, et il nous a annoncé, alors que c'était pas disponible dans l'info que j'avais pu trouver, que le prix pour le modèle de base, donc celui qui est avec 70 km d'autonomie, serait vendu aux alentours de 8 000 €. 8 000 € pour un scooter, c'est là que le bas blesse. Oui. Mais ils se veulent résolument haut de gamme, donc c'est ce qui pourrait justifier ce budget-là. Ce que tu nous disais aussi, toi, tu nous parlais de la Tesla, enfin le Tesla scooter, enfin tu as très bien dit. Lui parlait aussi de Apple, le scooter Apple. En gros, c'est un peu dans cet esprit-là, quoi. Oui, mais j'ai pas osé dire qu'Apple était cher parce qu'on a un ami qui est avec nous dans le podcast. Mais qu'il est bête. Non, c'est un très bel objet. On mettra le lien évidemment vers le site de UJet. Donc pour ce scooter, il y a une très belle vidéo qui présente la machine avec un écran qui se raborde. Enfin, c'est vraiment le scooter du futur, quoi. C'est presque. Est-ce que c'est utile? Ça, voilà. Est-ce que ça a une utilité? Je ne sais pas. Je ne sais pas si, par exemple, Benoît, lui, s'intéresserait à ce type d'engin un petit peu futuriste, très technologique, très cher. Pourquoi pas, mais quel intérêt aussi? Enfin, je veux dire, c'est pour se déplacer du point A au point B. Alors après, c'est un petit peu chacun qui voit. J'ai pas vu qu'il conduisait tout seul encore. Hein, non, donc, mais il répond à la voix. Donc j'imagine, tu vois, en train de rouler sur ton scooter, et puis tu fais plus vite. freine. Non, mais c'est vrai, c'est des choses, c'est gadgets, quoi. Il faut le reconnaître quand même, c'est gadgets de luxe. Il y a peut-être une clientèle pour ça, effectivement, mais voilà. En même temps, ça allait trop vite. C'est un fort bel objet, et ça a l'air d'être vraiment bien conçu. Il faut le reconnaître. Et puis le côté pliable, scooter pliable, parce que des vélos électriques pliants, ça on en connaît. Enfin, des vélos à assistance électrique pliants, ça existe. Mais un véritable scooter pliant, ça, par contre, j'en ai pas vu beaucoup jusqu'à présent. On aura peut-être un hors-série un jour de la part de Bruno. Hein. Il a proposé de le tester, oui. Benoît. En fait, des scooters pliants, il y en a aux États-Unis parce que la législation est différente et les vélos peuvent fonctionner dans un mode quasiment scooter. Oui, c'est ça, ouais. Donc je pense qu'on est sur des produits qui répondent à des marchés. C'est ça, ouais. Voilà, plus un marché européen, plus législation européenne. Oui, rappelons que sous une certaine vitesse, chez nous, le vélo à assistance électrique, on le dit, qui prend, entre guillemets, qui aide le cycliste à pédaler jusqu'à une certaine vitesse, c'est encore un vélo. Mais au-delà de ça, si on pousse sur un bouton et que ça roule tout seul, ou qu'on dit plus vite, là, ça devient un scooter. Et donc, du coup, c'est pas la même législation. C'est pas la même assurance, etc. Donc voilà, effectivement, les marchés différents imposent aussi des produits différents. Chouette produit en tout cas, à voir. G comme Google, certains dans le point G. Non, G comme Google, Xavier. Quand Google Home et Cast font planter votre routeur, alors il faut que tu nous remettes tout ça un petit peu dans le contexte. Voilà, alors en fait il y a plusieurs utilisateurs qui se plaignaient régulièrement, notamment des utilisateurs de routeurs de la marque TP-Link, Netgear, Asus, Synology pour ne citer que, qui se plaignaient d'avoir leur connexion internet qui se coupait régulièrement, voire que le routeur devenait complètement inutilisable. Donc il y a plusieurs utilisateurs qui ont rapporté ça, et puis on a fait un rapprochement. On s'est rendu compte qu'en fait beaucoup de ces problèmes étaient liés, ou en tout cas intervenait suite à l'utilisation de Google Home ou de Google Cast. Ensuite, Google a étudié le problème et ils ont reconnu qu'il y avait un souci avec leurs appareils, et en fait c'est lié à l'utilisation de smartphones et tablettes Android qui sont compatibles donc avec Google Cast par exemple. Et ces appareils Google Home et Chromecast vont en fait, lorsqu'ils sont en veille,
accumuler une quantité d'informations et lorsqu'ils se réveillent, ils vont envoyer des paquets MDNS, donc c'est Multicart Domain Name Server. Ces paquets sont envoyés normalement toutes les 20 secondes, mais lorsque les appareils sont en veille, ils vont se mettre dans une espèce de file d'attente et ils vont envoyer tout ça d'un coup lorsque l'appareil est réveillé. Et en fait, pour ceux qui connaissent les attaques DDoS, c'est un petit peu le même principe. Le routeur va recevoir en un coup des centaines de milliers de paquets dans un très court laps de temps, et du coup, il va se prendre une quantité d'informations à gérer qui le dépasse totalement. Il faut savoir que ces routeurs sont pas non plus des machines hyper performantes, en tout cas pour la plupart, et donc c'est ce qui provoquait la panne. Alors Google a donc reconnu le problème et ils ont dit qu'ils allaient rapidement essayer de trouver une solution à ça, et ils sont en train de déployer aujourd'hui même les premiers patchs pour régler ces problèmes-là. Donc Google Home et Chromecast seront bientôt patchés, ce sera suite à une mise à jour, quoi, tout simplement. Voilà, mais ça va sans doute être des mises à jour nécessaires aussi sur les appareils, les routeurs concernés, mais en tout cas le problème vient à la base de Google, effectivement. Effet de bord de ces nouveaux objets connectés, on n'y pense pas toujours en fait, mais ça passe aussi par là, par les mêmes tuyaux que l'internet traditionnel ou que la télévision par IP, etc. Donc ça prend des moyens, des ressources. Des fois, on n'a pas toujours la main sur la manière dont ces ressources sont exploitées. On passe à la lettre I. I comme increvable, Benoît, pour parler d'une machine à laver. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit au début de cet épisode, en reparlant du Fairphone, le hors-série de ce début de semaine, ou encore le site de notre ami Battant, l'ordinateur, on va dire, équitable, éthique, entre guillemets, donc facilement recyclable, etc., etc. Ici, il s'agit d'une machine à laver. Voilà, exactement. C'est un peu la même démarche tout à fait que le Fairphone. C'est une machine à lessiver qui a été pas présentée, mais enfin, ils n'avaient pas un stand, c'est encore une start-up, mais ils ont présenté ça sur le stand de Dassault. C'est une start-up française donc qui présentait une machine à lessiver conçue pour tenir, tenez-vous bien, 50 ans. C'est super. C'est énorme. Ouais. Alors, évidemment, la logique, c'est pas de la faire super robuste et incassable, etc. pendant 50 ans, mais c'est de la faire très réparable et très évolutive. Par exemple, la face avant s'enlève un petit peu, comme sur le Fairphone, sans outil, comme Stuff l'expliquait dans le hors-série. Donc, on enlève la face avant très facilement, ce qui donne accès à tous les composants. Certains composants vont pouvoir être réparés directement par l'utilisateur. D'autres composants parce que ça peut rester un peu complexe, peut-être pas. Et puis ça veut dire aussi que si on n'est plus satisfait de la face avant parce qu'elle correspond plus à son décor, parce que voilà, elle fait un petit peu vieillotte, on la remplace, on met une nouvelle face avant et on garde le corps de la machine. Évidemment, les pièces, les grosses pièces d'usure sont conçues pour être durables. Et puis, quand elles s'usent vraiment, on les remplace. L'électronique, qui est quand même un point qui devient assez important maintenant dans les machines à lessiver, lui aussi est conçu pour être évolutif. Et donc, sur ces bases-là, eh bien, ils promettent une machine qui devrait tenir 50 ans. Alors, c'est énorme, hein. Ah oui. Quand tu réfléchis, 50 ans, waouh! C'est une génération, c'est la machine que tu lègues. C'est ça. Oui, c'est ça. mais en même temps, c'est une promesse, il va falloir la tenir. Ça veut dire qu'elle est garantie 50 ans? Alors, elle n'est pas encore fabriquée, hein, donc pour le moment, c'est encore un concept. Okay. C'est vrai que ça pose plein de questions derrière. Hein, c'est-à-dire que oui, ils vont la faire, mais est-ce que tu peux avoir confiance que la société, dans 50 ans, fournira toujours les pièces? Parce qu'elles seront encore là. Et qu'elle sera toujours là, puisque c'est une start-up. Donc, a priori, tu peux te dire que non. Ça pose plein de questions, mais le concept, je pense... ça me paraissait intéressant de rebondir dessus, parce qu'on voit comme ça maintenant de plus en plus... encore un petit nombre, mais de plus en plus quand même de designers qui se disent, voilà, on a des capacités techniques, on sait faire des choses extraordinaires. Est-ce que le truc extraordinaire, c'est pas d'utiliser les ressources qu'on a de façon efficiente pour avoir des produits qui vont être plus durables? Et je trouve le nom le reflète bien, quoi. L'increvable, ça fait vraiment penser à ces produits du début du 19e siècle, qui était une époque où
on se souvient comme étant des produits durables, très solides, etc. Ouais. Et puis voilà, il y avait l'increvable. Enfin, on imagine un produit qui s'appelle l'increvable. Hein. Dans les quelques marques qui nous sont restées, il y a des marques comme Le Parfait. On est vraiment dans ce type de nom-là, quoi. C'est un peu ça, c'est un peu dans cet esprit-là aussi. Je pense que d'un point de vue marketing, ils ont bien choisi le nom. Ben ça, forcément. Et évidemment, du coup, le nom pourra plus être utilisé pour un autre objet de la vie courante. Le sèche-cheveux increvable, il n'existera pas. Ça restera un lave-linge ad vitam probablement. Il faut voir si c'est économiquement viable, parce que ne pas vendre, ne remplacer que des pièces. Pendant 50 ans, Xavier. Mais c'est vraiment une tendance en fait actuelle. Donc il y a une marque, si je ne me trompe pas, c'est Samsung. J'espère ne pas dire de bêtises, mais qui commence effectivement à vendre des produits électroménagers dont il revendique la pérennité et en tout cas la réparabilité des appareils. Donc ça devient un critère effectivement de vente, un argument commercial que de dire que notre appareil n'utilise que des composants qui sont réparables facilement. Donc ça rejoint. Donc, effectivement, ici on a un appareil qui se revendique vraiment totalement comme ça, et c'est l'argument principal. Mais il y a des grandes marques qui commencent à utiliser ces arguments. Et alors, ce qu'ils perdent sans doute en vente qu'ils vont pouvoir générer en revendant un appareil, ils vont sans doute maintenant le gagner en se démarquant par le fait que, contrairement à d'autres marques, ils sont plus réparables. Donc voilà, c'est un peu un jeu, à mon avis. Il y avait eu aussi, mais je ne sais plus dans quel domaine c'était, des fabricants qui se faisaient fort de produire des appareils dont les pièces n'étaient pas uniques. C'est-à-dire que c'était des pièces courantes, des vis. Il n'y avait pas rien de particulier, de spécial. On pouvait retrouver relativement facilement le petit robinet, la petite vis, etc., dans le marché courant. Alors que c'est vrai que beaucoup de fabricants utilisent des pièces qui leur sont très très spécifiques, avec voilà. Il suffit de regarder les petites vis qui ferment les appareils Apple, par exemple, c'est très très spécifique à Apple. Il faut des outils particuliers pour pouvoir les utiliser. Et donc là, le fabricant, je ne sais plus de quoi c'était exactement, se faisait fort d'utiliser essentiellement des produits qui existaient dans le marché tout à fait classique de la pièce détachée, quoi. Donc ça fait partie aussi de l'idée de pouvoir le réparer soi-même ou avec l'aide de quelqu'un éventuellement. Benoît. Et maintenant, la question que je me pose sincèrement, parce que vous dites que c'est on se pose. Moi, je me pose la question, voir si c'est un argument de vente. Je me souviens quand on a acheté notre dernière machine à lessiver, on avait 2 modèles dans le type de produit qu'on voulait qui nous était proposé. Un modèle dont on nous disait, voilà, il est garanti 5 ans, il tiendra 7 à 10 ans. Et un autre modèle dont on nous disait, voilà, il est garanti 10 ans et il tiendra 15 à 18 ans, quoi. Et puis et le prix était à peu près le double. Donc, en gros, la durée de vie était à peu près double, le prix était à peu près double. On avait le budget pour acheter les deux, donc ça n'a pas été une question sur le choix du budget. Mais par contre, au final, on a pris le moins cher des deux parce que je me suis dit, oui, mais quand je vais revenir dans 11 ans en disant, dites, il y a une pièce qui est cassée, pareil, ce qu'on va me dire, c'est ce qu'on m'avait dit pour la machine que j'étais en train de remplacer, c'est-à-dire, parfait, monsieur, on va commander la pièce à l'usine, il va falloir compter 6 à Huisman, et puis après, on prendra rendez-vous avec le technicien, et puis le technicien viendra voir, et alors là, tu te dis, oui, mais attendez, stop, on va réparer, la pièce, on te présente une note qui est déjà élevé, parce que chez nous, la main-d'œuvre est une composante forte du prix de vente. Et donc, en final, la note, elle est déjà la moitié du prix d'une machine neuve. Bon, donc tu te dis, OK, tu te dis que tu en auras peut-être une autre qui va lâcher dans pas longtemps comme pièce. Et puis après, tu te dis, attendez, 6 à Huisman pour commander la pièce. Donc, ça veut dire 6 à Huisman 100 pièces. Et si j'en ai une autre qui lâche dans 3 mois, j'ai une demi-année sans ma machine, quoi. Donc, et c'est comme ça, en final, qu'ils te revendent le nouveau modèle. Sans compter le fait que la technologie évolue, que la consommation diminue, etc. Ouais, mais les diminutions de consommation, quand tu regardes, c'est ridicule. Hein. On est à des... Alors, c'est des chiffres qui sont importants, effectivement, parce qu'on t'annonce à 15-20%, et c'est bien. Mais tu ramènes ça au nombre de kilowatts et à l'économie d'énergie... Tu fais le calcul en nombre de kilowatts et en économie d'énergie, ça devient ridicule parce qu'ils sont très très efficients en fait. À moins d'amener 15% de pas grand chose, ça laisse pas grand chose. À moins d'amener une nouvelle technologie révolutionnaire, etc. Pour, par exemple, ici laver le linge de manière avec la moitié de flotte, par exemple, ils en feraient un cheval de bataille. Ce serait autre chose que ce type d'appareil-là. Ça n'est encore jamais arrivé à ma connaissance. Ou alors c'est vraiment plus du marketing qu'autre chose. Par contre, dans d'autres types d'appareils,
oui, c'est pas toujours vrai. Prenons les frigos, par exemple, les réfrigérateurs, ils consomment bien moins aujourd'hui qu'il y a 15 ans. Soyons clairs. Donc il faut un petit peu contrebalancer ils ça. Consomment moins, mais quand tu regardes l'évolution maintenant, ils consomment tellement peu que tu prends un modèle qui est A+, ou un modèle qui est A++. Il y a peu de différence. Oui. La différence devient infime, parce qu'on est sur des produits qui sont efficients. Mm-hmm. Oui. Tu regardes par contre les aspirateurs qui sont beaucoup moins efficients. Là, parce que c'est des produits sur lesquels les étiquettes commencent seulement à arriver. Ouais. Là, tu as des différences qui se sentent un petit peu sur le portefeuille. Quoi. Ouais. Enfin, c'est un débat. Soyons clairs, ces appareils increvables, incassables ou totalement réparables, je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. Évidemment, on a éludé ici la question de savoir de l'envie de changer. On l'avait évoqué avec notre chroniqueur invité en parlant du Fairphone et de l'iPhone. Il y a toujours ce petit moteur dans notre tête, et je pense qu'on est un peu formaté à ça aussi à notre époque, d'avoir l'envie du nouveau modèle. Peut-être sur le lave-linge un peu moins que sur le smartphone, mais quand même, voilà, c'est l'envie de changer quoi, qui rentre en ligne de compte aussi, non ? Non. Pas pour Benoît. Après, oui, peut-être, mais tu as aussi des gens qui aiment bien le confort de ce qu'ils connaissent. Oui, aussi. Donc, je sais pas. Franchement, moi, je me demande vraiment, parce qu'effectivement, on voit ces initiatives un petit peu partout, et ce sont de chouettes initiatives, mais je me demande comment ça se passe sur le marché, comment les gens se disent tiens, bah oui, c'est un critère pour moi ou c'est pas un critère. Et puis en 50 ans, on peut s'attacher à cette chose. Et donc il faudra créer des cimetières de machines à laver parce que on voudrait garder une trace de ça. On lui donnera un nom, etc. Voilà, on est parti sur un autre Peut-être que dans 50 ans, on n'aura plus de vêtements à laver. Peut-être qu'on sera tout nu. Ce qui serait une grande économie, à tout point de vue. Xavier, on peut encore aussi parler de ton côté de quelque chose d'increvable. C'est cette start-up en fait qui promet l'immortalité. C'était au CES également. Effectivement, donc il y a un stand qui sort un petit peu du commun et qui a attiré la curiosité de pas mal de monde sur le CES. C'est une start-up qui prétend, avec des démonstrations et en tout cas toutes des théories à l'appui, qui prétend être capable de transférer votre conscience dans un nouveau corps. Alors on a vu des films déjà qui parlaient de ce sujet et on voit sur le stand des hautes cuves avec qui permettent de stocker des corps un peu inanimés comme ça, des corps de rechange en fait que vous pouvez choisir. Donc celui-là me plaît, celui-là ne me plaît pas. Ils sont d'ailleurs disposés avec des corps humains qui sont disposés dans des sacs, et il y a des médecins qui sont vêtus tout en blanc et qui continuent à vous expliquer comment ils vont procéder au transfert de la conscience, qui est très similaire à celui d'une clé USB tout simplement. Et ils ont récolté plusieurs adresses mail de passants qui étaient interpellés et qui demandaient à avoir des nouvelles, et l'équipe de Psychasec, qui est donc le nom de la start-up, a promis de transmettre les nouvelles par mail dès le 2 février 2018. Et en fait, pour les avertis, la presse certains médias étaient avertis de la chose. En fait, il s'agit rien de plus ni moins il s'agit tout simplement d'un coup de marketing de Netflix qui va annoncer la sortie d'une nouvelle série, Altered Carbon, donc carbone modifié pour la VF, qui est basée sur un roman écrit par un écrivain britannique, Richard Morgan, et la série se déroule dans 300 ans dans le futur, où la conscience humaine va pouvoir être complètement numérisée et transférée d'un corps à l'autre, quoi. Donc c'est un pur coup marketing, mais il y a des gens qui se sont laissés prendre un petit peu au jeu, donc c'est un chouette truc pour eux, et ça sort complètement des autres choses qu'on peut voir sur le CES, quoi. C'est assez incroyable la force marketing de Netflix d'arriver à se positionner, parce qu'en plus de ça, Netflix au CES, déjà c'est déjà une histoire en soi, et alors qu'ils arrivent comme ça à se faire passer en fait pour une start-up qui va leur proposer un produit complètement fictionnel.
pour promouvoir une nouvelle série. Je trouve ça génial. C'est un cas unique, ça se reproduira probablement plus jamais ou alors dans très longtemps. Mais là, sur le coup, moi j'avais vu ces personnes, enfin ces corps dans des sacs en plastique. On dirait des clones, tu vois. Je te dis, mais c'est quoi où est-ce que ça va? C'est de la science-fiction. Hein, c'est vraiment le sujet. Ce sujet a déjà été abordé une multitude de fois dans des films. Et voilà, ceux qui regardent Black Mirror ou des trucs exemple, comme ça, c'est... Allez, rigolo. Mais en même temps, c'est un peu inquiétant, les gens qui y ont cru. C'est genre, bah oui, bien sûr, pas de problème, je vais changer de corps demain. Ouais, mais attends, on dit ça maintenant, on en rigole, mais qui te dit, hein, enfin, je veux dire... Je vais te montrer du doigt dans 50 ans. Voilà. Par exemple, un type assis sur un lave-linge me montrera du doigt et dira quel imbécile celui-là. Ouais, bon, on verra bien. Enfin, je serai plus là pour le voir. De toute façon, je m'en fous. Peut-être. Finalement, peut-être que je serai dans un nouveau corps. En fait, c'est possible aussi. J'espère que je serai blonde à forte poitrine. Comme quoi, comme increvable, ça on a fait. Comme imprimante, Benoît, on va parler de Canon qui lance une gamme d'imprimantes pour le coup rechargeable. Et là aussi. Ça va un peu dans le même sens que ce qu'on disait avec le lave-linge et le principe du recyclage et du côté moins en tout cas moins vite obsolète, non? Ou pas du tout? Bon, je pense pas que c'est ça la motivation. Je pense que en fait ce qui se passe, c'est que pour toutes les imprimantes, hein, les cartouches d'encre coûtent très très cher, ouais. Et donc il y a des produits tiers, il y a des fabricants tiers qui proposent des solutions pour recharger les cartouches. Quand tu prends ta cartouche, tu as une espèce de seringue, tu pousses de l'encre dedans et tu remets ça dans ton imprimante et ça imprime. Ça imprime plus ou moins bien d'ailleurs en fonction de la qualité des encres. Il y a des encres qui sont très très haute qualité pour des tirages photos qui sont parfois meilleurs que les encres ou aussi bonnes que les encres d'origine. Ouais. La plupart du temps, c'est des encres bon marché et donc c'est des produits un petit peu moins fiables. Et donc Canon s'entend. Il n'est pas en numéro 1 sur le marché de l'imprimante, donc c'est un peu à lui d'être innovant sur ce marché-là. Ouais. Et puis, s'entend que voilà, cet usage de recharger ses cartouches se développe, dit pourquoi on ne sortirait pas une imprimante dans laquelle on recharge avec des bouteilles au lieu de recharger avec des cartouches. Et donc le principe, c'est que tu as une imprimante photo, pas une imprimante photo, une imprimante bureautique, donc avec une qualité des demandes en termes de qualité d'impression qui sont bonnes, qui sont pas exceptionnelles. Hein, on va pouvoir imprimer des textes, on va pouvoir imprimer des graphiques, des choses pareilles. Peut-être une photo, mais pas avec l'intention de l'exposer, de la mettre en valeur et tout ça. Ouais. Et au lieu d'avoir des cartouches, tu as des petites bouteilles et tu verses les petites bouteilles dans les quatre je me trompe pas, les quatre réservoirs qui sont prévus pour. Et puis quand ton réservoir est vide, tu reprends une autre bouteille, tu remets la bouteille. L'idée étant que le prix de l'encre devrait être moins cher. D'accord. Je pense que ça veut dire que Canon accepte du coup qu'il va avoir d'autres sociétés qui vont proposer des encres tierces compatibles, et je suppose qu'ils comptent sur continuer à proposer un prix un peu attractif, peut-être mettre en avant le fait que voilà, leur encre est de meilleure qualité ou leur encre garantit le fonctionnement de la machine, etc., etc. Et en même temps, ça tombe à un moment, je le rappelle quand même, où on parle beaucoup d'obsolescence programmée, que je pense que c'est Epson qui se fait attaquer récemment sur justement le principe des cartouches qui auraient une mémoire et qui donc indiquerait qu'elles sont vides avant même qu'elles ne le soient réellement. C'est une réponse à ces questions-là aussi, le fait de proposer directement que ce soit le fabricant qui propose le refill, hein, comme on dit, la possibilité de choisir en plus la couleur que l'on va mettre, parce que c'est aussi le problème des cartouches multicolores. Toutes les marques ne le font pas, mais il y en a encore, je pense que c'est HP, si je ne dis pas de bêtises, où il y a une cartouche noire et une cartouche couleur avec les différentes couleurs dedans. Et il suffit ça dépend du modèle. Ça dépend du modèle. Il suffit qu'il y ait une couleur qui ne soit plus dedans pour que la cartouche soit jetée, même si ça se trouve, il reste encore plein de bleu, par exemple. Là aussi, c'est une consommation, une dépense, on va dire, qui est un petit peu inutile, non ? Oui, c'est clair que le but, c'est de réduire le coût.
et d'utiliser l'encre de façon plus efficace et de baisser les coûts. Ouais. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce point-là. Je voulais dire, je suis pas certain que Canon s'inscrit dans la démarche de dire voilà, j'ai un appareil réparable, c'est ça, plus réparable, etc. C'est vraiment l'aspect encre sur lequel il joue. Et c'est clair que la concurrence, c'est un sujet auquel les consommateurs, parce que le modèle traditionnel de l'imprimante, c'est Gillette, hein. Donc c'est je vends l'imprimante quasiment à prix coûtant, et puis je me refais sur les lames de rasoir, non pas les lames de rasoir, sur les cartouches d'encre, et elles sont nettement plus chères. Et alors toutes ces questions, tu sais, sur le fait qu'il y a une puce mémoire qui bloque, etc. Je pense que parfois on va chercher des... C'est clair que la logique, je pense, c'est plus d'éviter qu'on achète des cartouches d'une autre marque que vraiment d'essayer de te bloquer, de te piquer 2 millilitres d'encre. Je pense que c'était pas ça leur but, mais c'est vrai que c'est la conséquence. Le fait d'avoir mis en place tous ces mécanismes parce qu'ils veulent qu'on utilise leur marque de cartouche, parce qu'ils veulent pouvoir te proposer le petit suivi sur lequel tu vois quel est l'état de tes différentes cartouches, etc. Donc il y a diverses raisons. Mais ça entraîne comme conséquence effectivement que le système est moins efficient au final. Quand j'ai vu qu'il y avait cet appel entre guillemets où attention, obsolescence programmée, les imprimantes, etc. C'est un très vieux débat, cette histoire de cartouches. Moi je suis remonté, j'ai googlé le truc, je suis remonté en 2004 ou 2003 ou 2004 où on parlait déjà de cette histoire il suffisait de pousser sur un bitonio sur la cartouche, de quelle marque je ne sais plus, je n'ai pas gardé la précision, mais peu importe. C'est pas de 2018 cette information-là, elle date quand même d'il y a presque 15 ans. Et donc, je me rappelle, j'étais étudiant, c'était déjà le cas. Donc c'est avant 2000, il y avait encore... Ça revient régulièrement avec l'argument à l'époque qui était sorti, c'était de dire oui mais on calcule le nombre de pages que l'on imprime, alors après peut-être que vous imprimez avec plus ou moins de noir, plus ou moins de rose, plus ou moins de bleu, plus ou moins... Mais ça on ne peut pas le savoir, la technologie que nous utilisons ne peut pas le savoir, donc on compte le nombre de pages bêtement que vous imprimez, et donc de temps en temps si vous n'imprimez avec très peu de noir, il peut rester de l'encre dans la cartouche malgré que l'appareil vous indique qu'elle est vide. Voilà, c'est un argument, on peut l'entendre. En attendant, on sait que, comme tu le disais, on sait ce qu'une imprimante va nous coûter à l'achat, et puis après, ça dépendra un petit peu de ce qu'on va imprimer avec Xavier. Si je peux juste me permettre de rebondir, c'est une info qu'on avait déjà transmise il y a bien longtemps, mais il faut savoir que le choix de la police utilisée, il a été prouvé que le choix de la police utilisée, évidemment, a un impact assez important sur la consommation. Il y a des études qui ont été faites, j'ai plus du tout le nom sur les polices recommandées, mais par exemple pour des étudiants qui font des mémoires, qui doivent imprimer des mémoires, etc., une cartouche d'encre, c'est pas toujours donné. Et il y a des polices, il y a des universités qui ont étudié quelles polices étaient recommandées pour leur lisibilité, mais aussi pour leur efficacité en termes de consommation d'encre. Et ça peut avoir un impact vraiment important, même par rapport aux Times New Roman ou des Arial qui sont des polices tout à fait standards. Il y a des polices qui sont très lisibles et beaucoup plus économes. Et puis là, on parle d'encre, mais rappelons qu'il existe aussi des imprimantes laser qui consomment aussi, mais différemment, différents produits qui sont peut-être plus économiques quand on écrit beaucoup ou qu'on a besoin de beaucoup imprimer. Ça reste à voir. Chacun regardera un petit peu chez lui ce qui lui concerne. Benoît, peut-être pour conclure. C'était juste par rapport à la laser, moi par rapport à l'imprimante jet d'encre, ce qui était moi absolument, qui m'indisposait terriblement avec ces petites puces, c'est quand tu enlevais t'avais un problème sur ton imprimante, parce qu'une imprimante jet d'encre, ça arrive parfois que ça déconne un peu. Puis t'enlevais la cartouche en te disant, bon, je vais voir si c'est la cartouche, tu la remets, tu l'enlèves, tu la remets. Et à un moment, l'imprimante te dit, ce n'est pas une cartouche d'origine. Parce que tu l'as enlevée, tu l'as mise 2-3 fois. C'est pareil. Alors, elle se dit, c'est forcément une fausse. Et tu fais, non, mais c'est pas vrai. J'ai payé et tout, votre truc fonctionne pas. Et en plus, il faut que je rachète une cartouche. Oui, non, mais c'est énervant. Enfin, l'imprimante en elle-même est un objet qui, moi, personnellement, m'énerve énormément, parce que quand on ne l'utilise pas, elle s'use aussi. C'est-à-dire que les buses ont tendance à se figer, enfin l'encre sèche dedans, et le processus de nettoyage, etc. n'est jamais efficace, et utilise beaucoup d'encre, puisque c'est le seul produit qu'on peut faire passer dans la cartouche pour éclaircir, enfin dégager ces petites buses. Et donc, si vous n'imprimez pas très régulièrement, ça va vous coûter un bras ou un demi-bras, bêtement, finalement. C'est pour ça, en final, que moi, j'ai une laser. Maintenant, ça fait quelques années que je suis revenu au laser, parce que simplement, ça fonctionne bien.
ça résiste bien au fait de pas imprimer. C'est ça. Oui, donc si tu restes une semaine ou deux sans imprimer, quand tu l'allumes, elle fonctionne nickel. Que les jets d'encre, effectivement, comme tu le dis. Alors j'ai une jet d'encre photo, donc là je suis bien obligé parce que pour la photo le laser ça le fait pas. Mais la jet d'encre bureautique, j'ai arrêté parce que ça me prenait trop la tête. Et vraiment. C'est une bonne idée, c'est un investissement aussi, la laser est un peu plus cher, je pense. C'est un peu plus cher et c'est vrai que... Mais par contre, si tu regardes, les consommables durent beaucoup plus longtemps. Donc j'ai pas fait le calcul, je prétends pas qu'il y en a une qui est moins chère que l'autre, mais c'est vrai que le prix d'achat est peut-être un peu moins gilette, mais je pense que les consommables ayant une durée de vie plus importante... Peut-être que c'est pas... C'est un calcul à faire. Voilà. Et puis surtout, je te dis, comme tu termines toujours... Enfin, moi, ça m'est toujours arrivé avec les imprimantes jet d'encre. À un moment, elles se mettent à déconner. Et puis, tu dois acheter l'imprimante avec la moitié des cartouches qui sont encore dedans. Donc... On a 2-3 auditeurs qui sont en train de nous écouter, ils deviennent fous. Ils n'arrêtent pas de parler d'imprimante, de machine à laver. Fait high-tech. C'est un podcast high-tech. Voilà. On en est allé d'être comme imprimante. On va rester sur du papier. Mais on va continuer avec du papier avec un projet Kickstarter, Xavier, Papier Machine. Un projet assez sympa, c'est un jouet électronique en papier, en fait, c'est ça. Exactement. Donc, c'est un projet Kickstarter. C'est une start-up française, cette fois-ci, qui a développé ça, qui s'appelle Papier Machine. Le projet s'appelle Papier Machine également. Et ils ont développé un livre qui comporte des petits éléments à découper. Et qui sont en fait 6 jouets électroniques qui sont prêts à être assemblés, découpés, coloriés, pliés pour faire des jeux, et qui sont vraiment des jeux électroniques. Donc vous allez avoir dans votre livre une page par exemple qui va, grâce à la technique de la résistivité, va vous permettre de faire un piano par exemple. Donc vous allez découper et plier des touches que vous pouvez colorier pour faire un piano, et selon le toucher ça va activer grâce aux 2 petites piles qui sont fournies des éléments électroniques, et vous allez avoir le son. Vous allez avoir un jouet qu'ils appellent le gyroscope qui est composé d'une petite pile, donc c'est un petit circuit avec une bille, et qui, en inclinant la feuille et en faisant rouler la bille, va faire varier l'intensité du son. Vous avez une piste de lecture de nouveau avec la bille qui va faire un autre circuit et où la bille va descendre par gravité, et chaque fois qu'elle rencontre une barre argentée dans ce cas-ci, elle va fermer le circuit électronique et donc émettre de nouveau un son. Vous avez un masque avec un capteur de vent, et quand vous allez souffler dessus, vous allez pouvoir faire de la musique. Vous avez des pistes de lecture qui, en remuant le jeu, il y a la force centrifuge qui va maintenir la bille contre une paroi, et selon la force centrifuge, donc en faisant tourner le jeu, vous allez de nouveau avoir donc des sons différents qui vont être émis. C'est vraiment un chouette concept. Et ça s'adresse à qui ? Alors, j'ai envie de dire que ça s'adresse évidemment à des enfants, puisqu'on peut jouer vraiment sans aucune technique spéciale avec. Et puis je pense à n'importe quel geek ou n'importe quelle personne qui aime bien des beaux objets, puisque c'est vraiment, le design, pour ceux qui n'ont pas l'image, est vraiment sympa. Le choix des couleurs est sympa. Les petits jouets qu'on peut faire avec, même s'ils sont tout simples, si vous aimez un peu l'origami et vous aimez l'électronique, Enfin, moi je dirais que j'ai envie de dire que c'est pour n'importe quel public, à partir du moment où on sait prendre un petit peu soin des objets. Donc moi j'ai envie de dire à partir de 4-5 ans, si on fait un peu attention, on va pouvoir jouer avec, et le pliage, etc. Bon là il va falloir se faire aider des parents, mais un petit accompagnement pour les plus jeunes, et puis pour le reste, après, une fois qu'ils ont compris, ils peuvent se débrouiller, quoi. C'est un peu ça l'idée. Donc quand je disais ça s'adresse à qui, je voyais Benoît faire moi. J'en veux un. Ah mais j'ai vu dans la conduite là, parce qu'on prépare la conduite un petit peu à l'avance entre l'équipe. Donc j'ai vu ça dans la conduite, j'ai suivi le lien, j'ai immédiatement baqué le projet parce que je pense qu'avec ma gamine on va s'amuser, quoi. Elle est assez bricolage. Il présente un côté un peu éducatif au projet, dans le sens où ça permet de découvrir l'intérieur de modules électroniques qu'on ne comprend pas nécessairement. Et donc moi j'ai vu ça, j'ai baqué le truc immédiatement, quoi. Moi ça me fait un peu penser, quand tu l'expliques, la manière dont tu l'expliques, Xavier,
en tout cas, pour l'aspect technologique, ça me fait penser aux cartes postales d'anniversaire qui chantent, tu vois. Oui, mais c'est le même principe. C'est exactement le même principe. Si ce n'est que ici, on va soi-même pouvoir construire son jouet, et c'est vraiment un jouet. Donc, c'est pas juste un bout de papier qu'on ouvre et du coup, ça fait la musique. On interagit réellement avec l'objet. Et pour le prix, ça reste à mes yeux assez démocratique, puisque les premiers kits pour les backers étaient vendus à 35 €. Ça comprend un livre avec les 6 jeux, avec les billes des capteurs piezo, et ce sera disponible dès juillet 2018. Ils ont gagné un Red Dot Awards, donc point de vue design, c'est quand même c'est pour vous dire que le projet est vraiment très joli. Et dans les différents packs qui sont disponibles pour le Kickstarter, là pour le moment je n'ai vu que un seul objet, mais dans des quantités différentes dans les différents packs. Je ne sais pas si je me trompe, mais c'est en tout cas ce qui me semble avoir vu. Ça va se développer. C'est ce que j'ai vu aussi. Ouais. Il va y avoir d'autres volumes, d'autres packs qui vont se développer dans le futur. Je suis certain que si ça a un certain succès, ils vont pouvoir décliner les livres avec d'autres types de jouets, puisque ici les jeux sont prédéfinis. Oui. Donc on suit quand même le but du jouet tel qu'il est défini à l'avance. Il pourrait très bien décliner ça après pour laisser libre cours à la créativité. Et en rajoutant peut-être des éléments électroniques différents, parce qu'ici le résultat de l'interaction, c'est souvent du son, si j'ai bien compris. C'est souvent du son, effectivement. Oui. Ça pourrait être demain de la lumière avec des LED ou des choses comme ça. Tout à fait. Ouais. Je suppose que c'est pour réutiliser certains composants, à garder le coût un petit peu bas. Oui, c'est ça. C'est une start-up, il ne faut pas oublier. Kickstarter, c'est quand même pas des grandes structures, donc ils se lancent avec un produit qui est quand même assez innovant, qui est chouette. Ouais. Faut leur laisser le temps un petit peu de grandir, Marc. Mais écoute, moi j'ai tout mon temps. Pour rassurer les backers, ils ont déjà été exposés dans des musées ou des événements bien précis, et le produit, donc ils avaient un goal de 45 000 €, ils ont atteint 55 000 $, ils ont dépassé les 55 000 € à l'heure où je vous parle. Alors je voyais Benoît réagir sur ce que je viens de dire. Oui. C'était juste pour si certains de nos auditeurs sont intéressés et n'ont pas l'habitude de Kickstarter, ils annoncent juillet. Si vous serez content si vous l'avez à Noël. Faut juste mettre ça en garde. Surtout qu'ils ont été financés en 30 heures, donc c'est très rapide. Ce qui veut dire qu'ils vont avoir vraisemblablement... on peut s'attendre à ce qu'ils aillent nettement au-delà de leur financement. Et alors, ça peut paraître être un chouette truc quand un projet est nettement surfinancé, mais ça crée généralement de grosses difficultés pour la société derrière, qui est pas nécessairement prête à traiter des volumes de commandes énormes, et qui doit mettre en place une structure qui est capable de traiter ça. Et donc, juste d'expérience, parce que j'ai maintenant fait pas mal de projets Kickstarter. D'abord, il n'y en a pas... Ah non, il y en a un. Il y en a un qui a tenu ses dates. Ok, il y en a un le mois en décembre qui a tenu sa date. Mais à part ça, c'est vraiment l'exception qui confirme la règle. Il y en a pas un qui est à l'heure. Et alors, surtout les projets qui sont nettement surfinancés sont généralement ceux qui sont plus en retard. Pour aller dans ton sens, ça veut pas dire que c'est pas un chouette produit. Ça veut dire qu'il faut pas le baquer. Ça veut pas rien dire de tout ça. C'est juste pour éviter de créer des attentes qui sont peut-être fausses. Ça. Pour aller dans surtout ton par sens, rapport à des enfants, tu vois, quand tu leur dis tu vas avoir ça à l'été. Pour ton anniversaire et puis finalement ça tombe à Noël, c'est un peu. Oui, non, mais c'est ça. Il faut y pour penser. aller complètement dans ton sens, je tiens à signaler que la plupart de nos chroniqueurs ont déjà backé sur Kickstarter des projets, etc. Et que régulièrement, j'entends l'un ou l'autre qui me dit « Ah tiens, on va pouvoir faire un hors-série sur un truc que j'ai backé. J'avais complètement oublié. D'ailleurs, c'est arrivé dans ma boîte hier. Tiens, voilà, on va pouvoir en parler. » Et donc, s'il y a un oubli derrière, si on a oublié la date, c'est que c'est en retard. soyons clairs. Donc, voilà. Il y a des projets qu'on ne citera pas, qu'on attend depuis très 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 longtemps. Et ça ne les empêche pas de s'exposer aussi au CES, par exemple. Exactement. Voilà. Mais enfin, ça, c'est une autre affaire. Remontez dans nos archives et vous comprendrez, à mon avis, aisément de quoi il s'agit. On était la lettre K comme Kickstarter, certes, mais également comme Kodak. On vous a déjà parlé de Kodak la semaine passée, puisque la marque, l'enseigne Kodak propose des produits liés à la blockchain maintenant, mais c'est pas tout, Benoît, puisque le Super 8 revient aussi à la mode chez Kodak.
Et c'est la même logique que ce dont on venait de parler, c'est-à-dire le produit qui n'en finit pas de ne pas sortir. Oui, ça fait 3 CES maintenant. Kodak qui annonce le retour du Super 8 avec une caméra extraordinaire. Ce CES-ci, ils ont dit voilà, maintenant on y est presque. On y est presque. Et donc ils ont remontré un petit peu, pour la première fois, ils ont montré des films réalisés complètement avec la chaîne qu'ils annoncent être la chaîne finale. Donc on voit effectivement qu'ils avancent. Ils ont aussi sorti un podcast expliquant un petit peu pourquoi ils avaient pris du retard, et c'est fascinant à écouter. Mais voilà, donc le Super 8 n'en finit pas de revenir. Donc le Super 8, si on n'est pas très familier de l'image, sont des pellicules pour faire de la vidéo, qui étaient des pellicules à destination grand public familial. Donc c'est des pellicules assez petites, l'image est assez petite, ça permet d'avoir des pellicules qui ne sont pas très très chères et qui du coup ont été pendant longtemps la caméra familiale. C'est aussi la caméra qu'on utilise dans les écoles pour apprendre à filmer, parce que même chose, c'était pas trop cher, donc les étudiants en font. C'est la logique d'apprendre, on fait des erreurs, etc. C'est un peu bête de le faire avec un Super 35 qui coûte très cher en film et très cher à développer. Et donc c'était le premier marché que Kodak visait avec sa Super 8, c'était le marché des écoles. C'est la première caméra Super 8 depuis au moins 15 ans, si pas 20 ans, qui arrive sur le marché. Donc c'est quand même un gros truc. Je ne vais pas revenir sur les caractéristiques parce qu'on en avait parlé au CES précédent, juste pour mentionner que c'est assez intelligent. Ils ont fait une caméra hybride, c'est-à-dire l'enregistrement de l'image se fait sur une cartouche Super 8 et l'enregistrement du son se fait sur une carte SD. Et en même temps, ils ont mis un capteur numérique pour avoir un grand écran qui permet du coup de faire une visée, le type de visée qu'on a sur une caméra moderne. Et alors, ce qu'ils promettent derrière, c'est qu'une fois qu'on a sa petite cartouche Super 8, donc avec son film, sa pellicule argentique à l'ancienne, on l'envoie dans un labo, le labo la développe, te la renvoie, la scanne avant de te la renvoyer et la rend disponible pour que tu puisses la mettre sur ton Vimeo, sur ton YouTube, etc., faire du montage et tout. Donc, c'est une chaîne complète. Il faut être un peu équipé pour le regarder après, le film. Il faut le projecteur qui va bien. Oui, tout à fait. Ou alors tu utilises le scan qu'ils t'ont envoyé, en fait. Oui. Et ce qui est assez marrant, tu es en plein dans le thématique qu'ils abordent dans le petit podcast, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'en fait il y avait beaucoup de savoir-faire qui s'était perdu et beaucoup d'outillage qui s'était perdu. Et donc apparemment le problème qu'ils ont, c'est que on ne sait plus très bien aujourd'hui, enfin ils sont en train de réapprendre chez Kodak, mais on ne sait plus très bien aujourd'hui comment on fait une caméra Super 8 et on n'a pas des docs hyper détaillés parce qu'à l'époque tout le monde savait. Et donc comme tout le monde savait, tu vois, on prenez pas la peine d'être hyper détaillé sur les petits points de détail qui vont faire la différence en termes de solidité, en termes de vitesse d'entraînement, en termes de contrôle d'obturation, etc., etc. Et donc on les a pas trop notés, c'était du savoir que tout le monde avait. Et donc aujourd'hui, puis ça s'est perdu parce que la génération qui les faisait de ces caméras, elle s'est retirée. Et puis on est 20 ans après et il a fallu réapprendre. Ah, on a perdu... Xavier, là, ça l'a dégoûté, le coup du Super 8. Tout ça pour dire que... Benoît, une marque est équipée. Je suis un peu essoufflé parce que pendant que tu nous expliquais tout ça, j'ai été chercher. Moi, je suis prêt. Voilà. Quand Kodak arrive dans 2 ans, tu es prêt avec ton projet. Parce que c'était ça, rappelons-le, dans les années, ça c'est plutôt les années 50-60, je pense. C'était ça le projecteur Super 8, un peu évolué celui-ci en plus, un petit peu, voilà. Parce qu'il y en a eu après en plastique. Je tiens à le signaler, qui était beaucoup moins cher aussi, sans doute. Et donc, voilà, avec une grosse lampe que vous trouvez ici. On fait vraiment dans la high-tech aujourd'hui. Donc, voilà. Tout ça pour dire que ça reste de beaux objets, ce qu'on n'a plus aujourd'hui, Benoît. Voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais voilà. C'est un peu dommage, on a perdu. Il y avait un savoir-faire mécanique et autres que quelque part l'électronique a rendu un peu obsolète. Et donc, c'est tout le charme de ce projet. Oui. On a perdu Xavier. On a perdu Xavier, on est tous les deux, c'est embêtant. Est-ce que c'est lui ? Ah, c'était lui le prochain sujet. Mince, ça va être embêtant, évidemment. Donc, comment est-ce qu'on va faire ? On va attendre qu'il revienne ou on va sauter son sujet ? Comment on va faire ? Parce qu'en plus, je ne le vois nulle part, Xavier, sur aucun retour. Donc, c'est son ordinateur qui nous a abandonné. Qui nous a abandonné un petit peu. Donc, Benoît. Alors, attends, c'est quoi son sujet ? C'est Nintendo ? C'est Nintendo, oui. Alors, ce qui est intéressant avec le N comme Nintendo, c'est que
c'est Nintendo qui innove dans le jeu vidéo, mais avec aussi du carton et du papier. Donc j'aurais bien voulu qu'il nous explique tout ça en détail, mais malheureusement, il n'est plus là pour l'instant. Donc ce que je te propose, Benoît, c'est de poursuivre avec la lettre M comme meuble, puisque c'était le sujet suivant, et une commode un petit peu particulière. Il me semble que c'est un produit dont on avait parlé, ou en tout cas on avait parlé de quelque chose qui ressemblait fort à ça, une plieuse à vêtements, alors que je constate que Xavier est de retour. est de retour. Donc, alors on va faire le N après le N. Explique-nous ça. Pour la petite histoire, à mon avis, je suis concerné par un des bugs qui est apparu dans une des dernières versions de Windows. Donc, avec une des dernières versions de Windows, j'ai vu des articles qui traitent d'un sujet comme quoi Windows 10 par moment freeze. Mais quand on dit qu'il freeze, c'est soit il freeze pendant une dizaine de secondes, mais quand je dis qu'il freeze, c'est pas que ça lag, c'est un blocage complet de l'ordinateur. Et sur certains postes, ce blocage peut être définitif, en tout cas jusqu'au redémarrage de la machine. Et donc, je pense être concerné par ce bug. Donc, vous avez une news en primeur. Mais écoute, puisque tu es là, Xavier, on pensait sauter ton sujet, mais on va quand même l'aborder parce que ça allait un petit peu de pair avec ton projet Kickstarter papier machine. Hein. C'est le projet de Nintendo qui innove dans le jeu vidéo avec aussi du carton, si je ne dis pas de bêtises. Effectivement, donc Nintendo est bien connu dans le monde du jeu vidéo pour avoir innové à plusieurs reprises. On avait connu à l'époque sur les toutes premières versions des consoles de salon le fait qu'ils avaient fait des fusils par exemple. On a tous joué à Duck Hunt une fois à l'époque. Eh bien cette fois-ci, ils ont décidé avec Nintendo Labo, ils ont annoncé, je crois que c'est hier, un nouveau projet où ils vont avec du carton, donc ils vont vendre un kit avec des jouets en carton et des jeux qui sont liés pour la Nintendo Switch. Vu le succès de la Switch, ils ont décidé de développer ces produits au maximum. Et ils ont sorti 2 kits qui vont permettre d'étoffer les possibilités de la Switch. Alors, il y a un premier kit qui s'appelle Multikit Toy-Con 1 qui va vous vendre donc des kits prédécoupés en carton et qui vont, par exemple, dans ce cas-ci, permettre de construire un piano, une canne à pêche, un guidon de moto ou alors plusieurs petits jeux simplement en assemblant soit la manette, soit d'autres composants de la Switch pour avoir toute une série de nouveaux jeux. Il y a un deuxième kit qui s'appelle le Robot Toy-Con 2 qui lui va embarquer un sac à dos et une visière, et donc on va pouvoir vraiment avoir une nouvelle expérience de jeu grâce à une technique toute simple qui est le pliage et la découpe de carton qui sont préassemblés et vendus donc avec des applications. Ce sera disponible dès le 27 avril. Et ça fait déjà un tabac. Alors on n'a pas encore les prix pour le marché européen, mais les tarifs américains sont de l'ordre de $70 pour le premier kit et de $60 pour le deuxième kit. D'accord. C'est plutôt original, c'est ludique aussi, voilà, ça ramène à des choses qu'on a tous chez soi, du carton, enfin là c'est un petit peu plus élaboré quand même, parce que je pense qu'il y a du pliage à faire. Hein. Il y a du pliage à faire, c'est assez sympa, de nouveau l'esthétique de ces accessoires sont plutôt sympas, vraiment. Ça renoue finalement cette console Switch dont la cible privilégiée n'était pas forcément la famille, ça la renoue justement avec la famille. J'ai l'impression qu'un de ces 4, ils vont nous sortir un jeu vidéo en bois. pour revenir dans le produit naturel, voilà. Pourquoi pas, hein, mais bon, il faut que ça se justifie aussi à un moment donné. Là, c'est plutôt rigolo. Je pense que c'est pas la première fois d'ailleurs qu'on intègre des appareils électroniques avec des objets courants ou en tout cas des matériaux courants. On avait parlé dans un hors-série il y a très longtemps avec Sébastien, si je ne dis pas de bêtises, d'un jeu qui fonctionnait avec la tablette et un jeu de miroir, et il fallait apposer des cubes, des formes géométriques, et il y avait toute une histoire qui se construisait autour de cubes en bois, mais via l'écran de la tablette. Je pense que Benoît s'en souvient. Oui, tout à fait. C'était un produit, comme tu viens de le décrire, utiliser la caméra de l'iPad
pour regarder des zones. Et puis sur ces zones, tu avais des activités qui étaient proposées, donc avec un mélange de monde réel, de toucher et d'électronique, ce qui est très chouette pour les gosses. Hein. Oui, pour l'approche, pour les adultes aussi d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Pour un premier contact, c'est vrai que c'est pas plus mal. On avait dit qu'on en parlerait, Benoît, avant que la commode. La commode, oui, M comme meuble, c'est une commode qui plie les vêtements en fait. Hein. Voilà, tout à fait. Donc c'est une autre annonce au CES. En fait, il y en a 2 qui ont été annoncées au CES. Donc c'est effectivement un peu à la mode entre guillemets. C'est pas donné. Vraiment pas donné, puisqu'on annonce des prix à plusieurs milliers d'euros. Donc on est un petit peu en dessous des 10 000 euros. Donc c'est pas la commode Ikea, on va dire. Mais l'idée qui est assez sympa, c'est que tu déposes tes meubles, tu déposes tes vêtements sans avoir à les plier ni quoi que ce soit. Tu refermes le tiroir et quand tu rouvres le tiroir, les vêtements sont pliés. Alors, il y a un truc évidemment, c'est qu'il faut laisser à la machine le temps de les plier. C'est pas rapide. Apparemment, elle met 5 minutes pour plier un t-shirt, mais c'est pas très très grave parce que c'est tout l'intérêt des robots. Hein. C'est comme la vaisselle, c'est comme le robot aspirateur. Ils sont plus longs que nous, mais on s'en fout parce qu'on est occupé à faire autre chose. C'est ça. Donc la vitesse, c'est pas trop un problème. Le prix, peut-être pour le moment, attendant que ça baisse de prix, c'est peut-être plus un point de discussion. Et alors la question que je me pose quand même, j'ai cherché un petit peu, je suis pas arrivé à trouver une réponse, c'est ok, c'est sympa, tu dois pas les plier, mais tu dois quand même les repasser d'abord. C'est quand même ça qui est emmerdant. Donc je pense qu'il manque une étape. Oui, tu dois pas les plier, mais tu dois quand même les repasser. Donc c'est un peu ballot. Mais comme je le disais là tantôt, il me semble qu'on avait déjà parlé d'une plieuse à linge comme ça. Le Foldimate. Voilà, c'est ça, Foldimate. On avait mis ça à la lettre W à l'époque, et parce que ça nous avait vraiment. Alors on avait trouvé ça quand même fou. Et son problème à cette machine-là, c'était qu'elle ne pliait pas les jeans. Alors, je peux me tromper, mais il me semble avoir vu que le projet est en train d'aboutir et que ce sera accessible aux alentours de un peu plus d'1 millier d'euros. Et je pense qu'ils ont résolu le problème et que les pantalons, mais peut-être pas les jeans, t'as peut-être raison, peuvent être pliés. Parce qu'en plus, on ne repasse pas les jeans. Donc voilà, mais elle repassait aussi la Foldimate, si je dis pas de bêtises, ou elle défroissait, je sais plus. Mais bon. Elle défroissait, je pense, mais ça c'est à vérifier. Ouais. C'est vrai que si elle repasse pas ta machine, Benoît, excuse-moi, mais... Je n'ai pas dit qu'elle ne défroissait pas non plus, mais ça veut dire que si tu es un petit peu soigneux, ça va pas le faire, quoi. Une chemise. J'imagine que tu mets tout dans ton tiroir en vrac comme ça, et à l'intérieur, tu as la machine qui fait humain à la con. Et ce qui serait chouette, et au demeurant, ce serait très chouette pour les lave-vaisselle aussi, c'est que tu puisses mettre tout dans le meuble, sale et compagnie, et que quand tu en as besoin, tu peux le récupérer propre, plié. Et même chose pour le lave-vaisselle, tu pouvais foutre tout dedans, et puis ça se termine dans l'armoire à la bonne place. D'où ça existe déjà, ça s'appelle la cuisine. Bon, on peut avancer un tout petit peu si vous le voulez bien, et être un petit peu sérieux aussi, parce que ça nous arrive. Passer à la lettre S comme sécurité, Xavier, pour parler encore, j'ai envie de dire, d'Intel et d'une nouvelle faille de sécurité. Et cette fois-ci, je ne suis pas concerné, apparemment. Pas encore. Pas encore. Ou alors, je ne le sais pas. Mais non, on a parlé des failles de sécurité qui touchent les différents processeurs. Ici, Intel n'est pas gâté puisque il y a une nouvelle faille qui a été découverte par les chercheurs de F-Secure et qui permet ni plus ni moins de prendre la possession d'un ordinateur, d'un PC dans ce cas-ci, en pas moins de 30 secondes. Donc en 30 secondes, on va pouvoir hacker un laptop. La seule chose, c'est qu'il faut un accès physique à l'ordinateur. Et comment est-ce que ça va se passer ? En fait, ça concerne les ordinateurs portables qui sont équipés d'Intel AMT. C'est l'Active Management Technology. C'est une solution qui va permettre en fait de faire du monitoring et de la maintenance à distance dans les milieux d'entreprise. Et un attaquant qui a un accès physique va pouvoir prendre la contrôle totale de l'ordinateur simplement en faisant booter ou rebooter l'ordinateur et en appuyant sur les touches CTRL-P au démarrage. En fait, ça permet d'accéder au MEBEX, qui est l'Intel Management Engine BIOS Extension, et qui est une application qui est protégée par un mot de passe qui est tout simplement admin.
donc le mot de passe admin. On va du coup pouvoir bypasser même le mot de passe du BIOS. On va pouvoir bypasser les mots de passe de lancement de Windows notamment, le chiffrement BitLocker, des codes PIN qui seraient mis par les admins. Et donc simplement en faisant cette combinaison de touches CTRL-P au démarrage, on met le mot de passe admin, on va pouvoir prendre le contrôle complet à distance de l'ordinateur, pour peu qu'on soit sur le même réseau ou alors qu'on soit connecté via un VPN ou d'autres relais, mais j'imagine c'est assez effrayant. Il y a un correctif qui va sortir, parce que là c'est un problème software ou hardware une fois de plus Alors, c'est un problème ici software, puisque ça fait partie, c'est vraiment une couche logicielle. Ici, c'est corrigeable, à mon avis, assez facilement sur base de mise à jour du logiciel en question. Mais ce qui est effrayant, c'est que ça contourne complètement les sécurités, même au niveau du BIOS. C'est un niveau super bas, en fait. Si vous avez un mot de passe BIOS au démarrage, ben ici, c'est une couche qui est tout à fait accessible. Il ne faut pas être rentré dans Windows, il ne faut pas avoir mis en place soi-même des choses, et même si on a mis soi-même des sécurités en place telles que la protection au démarrage avec un mot de passe, on peut contourner ça. On s'était moqué, enfin pas nous, mais la communauté s'était moquée d'Apple avec le mot de passe route sur certaines machines qui étaient admin aussi, je pense, ou qui était même le mot de passe était même inexistant. C'était blanc, tu tapais blanc. Oui, c'est ça. Tu faisais juste Enter. Enter, ouais. Mais ça, c'est encore assez fréquent. Voilà. Je veux dire, on a plein d'appareils comme des caméras, on a plein d'appareils qui ont un mot de passe par défaut, et forcément, il faut toujours un mot de passe par défaut. Il faut bien que l'utilisateur sache quel mot de passe il va rentrer au départ. Ici, ce qui est inquiétant, c'est que ça contourne d'autres sécurités qui sont en place. Eh bien, chouette nouvelle encore pour Intel. À suivre, évidemment. On espère avoir un correctif très rapidement. Xavier, on reste chez toi pour parler toujours sécurité. On l'a évoqué un tout petit peu en début d'épisode. Skype qui passe au chiffrement de bout en bout. Voilà, donc ici c'est le logiciel qu'on est en train d'utiliser qui va permettre de chiffrer les discussions. Alors pour le moment, ça se limite à la messagerie instantanée et aux conversations qui vont être des conversations privées entre deux utilisateurs maximum. Donc ça permet de chiffrer je dis bien chiffrer, pas encrypter, puisque on s'est déjà fait taper sur les doigts quelques fois là-dessus. Ça permet de chiffrer les messages de texte, les fichiers qui sont transmis, mais aussi les appels audio. Pas encore les appels vidéo, ça peut s'expliquer évidemment vu la complexité technique que ça nécessiterait, mais on s'attend donc à ce que ça vienne assez rapidement, et on peut être rassuré. On évoquait le manque de confiance qu'on peut avoir dans ces déclarations. Ici, ils ont fait faire le travail par Open Whisper Systems, qui est la société qui est à l'origine de la messagerie chiffrée Signal et le protocole qui va avec. Donc c'est une référence en la matière, et donc ça permet d'avoir une certaine confiance sur cette déclaration, et ça fait de nouveau paniquer le FBI qui n'aime pas le chiffrement. Oui, ça on l'avait déjà expliqué plus haut, effectivement, et je pense que ça, enfin là en plus Skype, c'était une demande de beaucoup d'utilisateurs d'avoir quelque chose qui soit un petit peu plus sécurisé entre guillemets, parce qu'il y a énormément de professionnels aujourd'hui qui utilisent Skype également, et qui a besoin d'avoir certaines certitudes, enfin un minimum de certitude quant à l'aspect privé des conversations qu'ils peuvent avoir avec des clients par exemple, des choses comme ça. Je vois Benoît qui s'effondre. On va vite non, pas du tout, mais c'est bien. Bientôt, on pourra enregistrer nos podcasts, et comme ça, plus personne ne pourra. Ah oui, mais en fait, c'est un peu bête. Non, c'est bête. Pour l'instant, on utilise encore Skype. Pour combien de temps ? On verra. Parce que quand on voit ce qui arrive à notre ami Xavier, dès que t'as pas un Mac, c'est foutu. Enfin bref. On est à la lettre S toujours. C'est le petit troll de milieu d'épisode, de fin d'épisode plutôt. S comme signal. Je ne sais pas comment ça se prononce. Je serais tenté de dire signal. Je pense que oui, mais je pense qu'ils vont devoir retravailler sur cet aspect. CGNL. C'est quoi ? C'est une histoire de bracelet de montre, c'est ça ?
Voilà, c'est un bracelet et l'idée est assez intelligente. C'est un bracelet qui te permet de recevoir d'écouter en fait. C'est un bracelet Bluetooth qui te permet d'écouter ce qui se passe en mettant le doigt contre ton oreille. D'accord. Donc le bracelet conduit le son via les os de la main. Et donc quand tu mets ton doigt sur l'oreille, à côté de ton oreille, sur l'oreille, la main vibre avec les sons que le bracelet lui transmet, et donc tu entends ce qui se passe. Alors l'idée, c'est pas d'écouter de la musique, c'est évidemment pouvoir prendre des appels téléphoniques. Donc le principe, c'est que tu vas avoir ton smartphone ou quoi que ce soit, tu appareilles en Bluetooth avec le bracelet. Ça peut être un bracelet de montre, donc ça peut faire double usage, ça t'évite d'avoir à trimballer quoi que ce soit. Et quand tu as un appel, tu mets simplement le doigt à l'oreille et puis tu peux parler, tu réponds. Le bracelet a un petit micro, donc lui t'entend et toi tu entends ce qui se dit. La marque met en avant le fait que sur des produits comme l'Apple Watch ou d'autres smartwatches, on commence à pouvoir recevoir des appels téléphoniques, mais ça se fait, mais ça se fait via le haut-parleur, parce qu'on va pas évidemment s'embêter à venir brancher, un casque sur ce truc-là, etc. Et donc là, l'idée c'est que non, tu reçois l'appel, ta montre vibre un petit peu pour te signaler à l'appel, tu fais OK, et puis paf, c'est le poignet là qui vibre pour te permettre d'écouter ce qui se passe. Est-ce que c'est le même principe que la conduction osseuse dont on avait déjà parlé avec toi-même et avec Bruno sur un autre sujet? C'est-à-dire que c'est pas du son c'est vraiment des vibrations, et c'est le fait de l'approcher de la tempe en fait qui fait qu'on perçoit quelque chose dans l'oreille. C'est bien ça? Tout à fait, tu as bien écouté, tu as bien compris, tout à fait. D'accord. Et l'avantage, c'est que du coup, par rapport à prendre un appel, par exemple, sur le haut-parleur de ta montre, c'est que le voisin va pas pouvoir t'écouter. Et donc, tu as un côté, tu retrouves un côté vie privée, ou si tu prends un appel dans le train ou quoi que ce soit, comme ça, tu ne déranges pas les voisins. Parce que l'avantage, évidemment, c'est de ne pas être perturbé par les sons extérieurs. Maintenant, si quelqu'un, tu reçois un coup de téléphone, imaginez, j'ai le bracelet, il est là, et la personne hurle. Attends, arrête de crier. Ça peut être dangereux, les vibrations à haute fréquence, ça peut être compliqué à un moment donné, ça peut faire mal. Mais c'est une chouette idée si ça fonctionne. C'est un projet ou c'est un projet, mais ils annoncent qu'ils vont le partir en production cette année. Ah oui. Donc c'est une start-up qui était présente au CES, comme 2-3 autres projets dont on a déjà parlé aujourd'hui, qui semble être avancé avec un prototype et qui annonce une commercialisation dans le courant de l'année, soit d'un bracelet seul, donc genre bracelet décoratif ou autre, soit un bracelet de montre, donc sur lequel on viendra placer une smartwatch ou une watch traditionnelle. On imagine le bracelet seul avec une fonctionnalité Bluetooth ou quelque chose comme ça. Alors ils ont oui, tout à fait. Mais dans un cas comme dans l'autre, la connexion avec l'appareil, que ce soit la montre ou que ce soit un smartphone, se fait en Bluetooth. Et ils ont quelques fonctions pour le bracelet seul, type Fitbit. Donc tu vois, il suit un petit peu ta santé, il voit combien de pas t'as fait sur la journée, des choses comme ça. Ça va être pratique aussi pour passer la communication à quelqu'un. Ah oui, là. T'es obligé de lui mettre le doigt dans l'oreille. Ça va être un petit peu compliqué. Bon, on arrive au bout de ce 152e épisode des Technos. Il nous reste une lettre et un sujet à aborder avec Xavier. C'est la lettre W comme ouais mais non. On a changé. Il a fallu parce qu'on sinon on ne gagnait plus notre vie. Fais pas d'erreur, Xavier. W comme ouais mais non. Fausse alerte à Hawaï, ça c'est vraiment le truc ballot de la semaine. C'est la boulette. La boulette. Alors on est dans un contexte politique un petit peu particulier avec le président américain et le président, le représentant du régime nord-coréen qui joue un petit peu à des concours. J'ai la plus grosse ou non, c'est moi qui ai le plus gros bouton. Oui, mais moi j'en ai plus. Et en fait, on a l'archipel américain d'Hawaï qui est rentré en panique le samedi 13 janvier parce qu'en fait il y a eu une alerte très sérieuse qui a été envoyée aux habitants par erreur et qui annonçait une menace d'un missile balistique sur l'archipel et qui demande aux occupants, aux habitants de se mettre immédiatement à l'abri et que ce n'est pas un exercice. Donc imaginez, vous recevez par les médias officiels, par les moyens officiels, je vais y arriver, une alerte qui vous annonce qu'il y a un missile qui arrive sur l'archipel. Dans le contexte qu'on connaît, les gens ont complètement paniqué. Et en plus, on vous dit, attention, ce n'est pas un exercice.
Tout à fait. Ouais, donc voilà, c'est encore, enfin, l'effet est dévastateur, quoi. Je veux dire, et c'était une bêtise. C'était une bêtise, donc c'est une erreur des responsables de ces communications. Donc vraiment, il y a quelqu'un qui a appuyé sur le mauvais bouton, quoi. Ouais. Tout simplement. J'ai glissé, chef. Heureusement, ils ont rassuré dans les minutes qui suivent la population, mais voilà, un message comme ça, une panique comme ça ne s'enraye pas facilement. Ouais. Et on imagine, enfin, j'aurais pas voulu être là-bas pour vivre ça à ce moment-là. Et donc, petite boulette sur boulette, on va dire. Hein. Il y a une surboulette derrière. On a bien parlé d'Hawaï ces jours-ci, puisque l'agence de sécurité d'Hawaï a fait parler d'elle sur les réseaux sociaux, parce que il y a le chef des opérations de l'agence de gestion des urgences d'Hawaï qui a posé devant des écrans d'ordinateur, dont un sur lequel on a pu voir un petit post-it avec marqué password et le mot de passe en clair sur l'écran d'ordinateur. Alors on ne sait pas exactement ce que ça gérait, mais dans ce contexte-là, évidemment, c'est un petit peu interpellant. C'est complètement, c'est un petit peu comme quand il y a des accidents de la route, par exemple, on craint toujours le suraccident, c'est-à-dire que l'ambulance qui arrive, qui se garde n'importe où et qui peut créer voilà, c'est un peu ici en numérique, on a à peu près le même genre de problème, parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais je pense que c'était TV5 Monde quand ils s'étaient fait pirater leur système, etc. Il y avait eu des mots d'explication, une vidéo filmée, je pense, à l'époque par France 2 dans les bureaux de TV5 Monde, et où aussi aux valves, il y avait des mots de passe qui étaient accrochés. Donc, ça arrivait plusieurs fois. Ça arrivait plein de fois, je veux dire, oui, c'est ça. Et bien souvent, c'est des choses qui, dans les bureaux, on ne le voit même plus, parce que c'est là depuis longtemps. Si ça se trouve, c'est juste le mot de passe de la machine à café. Alors, ou un truc comme ça. Ici, ils disent que c'est plus utile. Ce mot de passe a été effectivement utilisé. On ne sait pas exactement pourquoi, mais ils disent que ce n'est plus le cas depuis longtemps. Mais voilà, ça reste problématique, et c'est des choses auxquelles il va falloir faire attention maintenant quand on prend des selfies, quand on prend des photos. Ouais. Mais déjà, de toute façon, je trouve ça encore aberrant qu'aujourd'hui on laisse traîner un post-it avec un mot de passe sur l'ordinateur en question, quoi. Ou alors c'est vraiment le mot de passe un peu ballot. Je disais la machine à café, mais c'est pas le cas. Mais par exemple, les imprimantes, bien souvent maintenant dans les bureaux, il faut un mot de passe pour les imprimantes, ou les photocopieuses, ou les trucs du genre. Bon, ça porte pas vraiment à conséquence. Mais là, dans ce contexte-là, c'est un peu ballot quand même, quoi. Donc double boulette à Hawaï, ça pourrait être le titre. Et t'as des internautes qui se sont amusés à relever toutes les erreurs de sécurité en fait sur cette photo. Mmh. Par exemple, on voit le modèle de badge du responsable, avec sa photo. On voit, donc ils disent vous pourriez reproduire ce badge. On voit des webcams derrière où on pourrait éventuellement distinguer des numéros de plaques. On voit une liste de noms et de contacts sur le fond d'écran. Enfin, c'est toutes des choses qui déjà se faire photographier sur son lieu de travail quand c'est un truc aussi sensible, c'est quand même un petit peu léger aussi. Mais la photo a été prise en fait le 21 juillet à Honolulu. Ah, d'accord. C'était avant le problème. Oui, mais c'est juste que ça ressort maintenant et ça fait le buzz, évidemment, dans le contexte, quoi. Pour revenir à la première news, c'est-à-dire le début de la boulette, en gros, maintenant ils ont décidé qu'il faudrait deux êtres humains pour enclencher l'alerte, pour éviter qu'un seul ne puisse... voilà. T'imagines, ce serait la réponse. Tu vois, l'envoi de missiles... Il faut Trump et Kim Jong. Voilà, là, c'est foutu, quoi. Donc, je sais pas si Benoît avait une réaction par rapport à ces failles de sécurité humaine, finalement. Hein. Juste que ça, sur Twitter, j'ai un contact dont la famille était en fait à Hawaï. Ah oui. Et visiblement, ça a été et c'est tout à fait compréhensible, hein, comme tu le disais, Xavier, parce que dans le climat dans lequel on est, et effectivement, le fait que c'est une alerte officielle, etc., apparemment, c'était la panique totale. Quoi. Et puis géographiquement, ils sont vraiment en plein cœur de cible. Oui, ils sont. La panique, ça doit être effectivement
effectivement absolument terrifiant. Et l'autre problème derrière, c'est que à la prochaine alerte, qui va encore réagir promptement, on va dire est-ce que les gens ne vont pas s'interroger, se dire est-ce que c'est à nouveau un problème de sécurité? Parce qu'à force de crier fontaine, les gens, c'est ça aussi la problématique de ce genre de fausse alerte, c'est qu'à un moment donné, les gens se disent finalement, la dernière fois, c'était déjà une fausse alerte, je reste dans mon lit, quoi. C'est un risque. Ce serait moi personnellement, vu le contexte avec les deux qui se chamaillent, là, moi je paniquerais quand même très fort. Oui. Quand même. Ouais. Ok, bon. Ok. Ouais, même si ça s'est déjà produit une fois et que c'était une fausse alerte. Ouais. Mais il faut pas le faire 3 fois, quoi. Tu rigoles pas, quoi. Ok, bon, voilà, on a terminé avec ce 152e épisode des Technos. Si vous avez des questions, des réflexions, n'hésitez pas en commentaire de cette vidéo sur YouTube ou sur le site lestechnos.be. On suit vos commentaires, on essaie d'y répondre. Bien souvent, vous répondez entre vous aussi, ce qui est très bien également. Merci à vous de nous suivre toujours de semaine en semaine. Merci à Xavier pour sa participation dans cet épisode. À très bientôt. Merci également à Benoît et à très bientôt également Benoît. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.